Khalil, vous avez consacré un long commentaire au discours d'Alcibiade du banquet de Platon dans votre thèse d'habilitation intitulée Mystère socratique et tradition orale de l'eudéimonisme, parue en 2015 en Allemagne aux éditions Academia Verlag. Toujours sur ce passage du banquet, vous avez dernièrement publié un certain nombre articles, je le signale, disponibles sur votre site internet. Voici ma question. Si le banquet de Platon est une œuvre bien connue et fréquemment étudiée de nos jours, le discours d'Alcibiade n'est pas le discours qui retient le plus l'attention des lecteurs. Passe loin devant lui, si je peux dire, le discours d'Aristophane avec le mythe de l'androgyne et le discours de Diotime qui ouvre à la métaphysique platonicienne. En quoi le discours d'Alcibiade serait, d'après vous, aussi important sinon plus que les autres discours? Concernant les discours du banquet attribués à Aristophane et à Diotime, il est vrai qu'ils sont actuellement les plus appréciés et les plus commentés. Ce sont des récits fascinants, d'une richesse inépuisable, et loin de moi l'idée de les déprécier. Je dirais aussi qu'on peut difficilement mettre en compétition les différents discours du banquet, chacun ayant sa spécificité, chacun étant un chef-d'œuvre dans son genre. Il n'est pas moins vrai que le discours d'Alcibiade est actuellement plutôt délaissé, alors même qu'il est très important. D'abord, sur le plan formel, ce n'est pas pour rien que la succession des discours se termine par celui d'Alcibiade. Dans leur progression, les discours du banquet semblent gagner en profondeur et le mouvement d'ensemble de l'œuvre, selon toute apparence, est un mouvement en crescendo. Je dirais aussi que le clou du banquet, c'est effectivement le dernier discours. Il est inattendu, bouleversant à plus d'un titre. Alcibiade provoque un véritable séisme au sein de la réunion souvent convenue et compassée des amis de Socrate. Concernant l'actuel délaissement du discours d'Alcibiade, il faut peut-être parler de l'exception qui confirme la règle, car ce discours a eu au XXe siècle son heure de gloire, notamment dans le cadre des séminaires de Jacques Lacan, avec le thème des agalmata, des figurines intérieures de la statue de Silène. Lacan, lecteur du banquet, a vu dans ces figurines cachée une représentation symbolique du désir. Si Socrate, d'après Alcibiade, possède des agalmata, c'est parce qu'il est en quelque sorte le lieu au sein duquel le sens du désir se révèle. Socrate serait alors semblable à un psychanalyste qui, au moment du transfert, refuse de jouer le scénario de l'amour en renvoyant le sujet à son propre désir. Cette lecture freudienne n'est pas sans intérêt, puisque de fait, Socrate se refuse aux avances d'Alcibiade. Mais à mon sens, l'interprétation de Lacan ne peut pas correspondre au sens précis du discours d'Alcibiade. Ceci pour une simple raison, Lacan a malheureusement laissé de côté un point essentiel du discours d'Alcibiade. Les figurines, les agalmata, dans le texte, sont des agalmata théones, des figurines des dieux. Cela implique que les agalmata ne peuvent pas représenter le désir, ni même le sens profond du désir. Il faut remarquer que dans le texte, l'incarnation d'Eros, c'est d'abord Socrate, non pas tel qu'il se cache, mais tel qu'il se présente habituellement, avec ses allures de Silène ou de satyre, poursuivant les jeunes gens de ses assiduités. Il est dit dans le texte que Socrate est érotiquement orienté du côté des beaux garçons. Erotikos diakaitai ton kalon.
L'homme désirant, dans le banquet, c'est donc principalement Socrate. Celui-là même dont on sait, par ailleurs, qu'il a été condamné à mort pour avoir corrompu des jeunes gens. Par opposition, les figurines cachées dans le banquet représentent le contraire absolu du désir, à savoir la perfection du divin. Cela veut dire que Socrate, alors même qu'il est sous la dépendance d'Éros, parvenait à transcender le désir en passant de l'amour des corps à l'amour des âmes. Or cela, pour Platon, n'était possible que par l'intervention du divin. D'où, à mon sens, le symbolisme des figurines des dieux. Le problème de l'exégèse de Lacan, c'est qu'elle se veut purement anthropologique. Elle revient à faire ce qu'on appelle du psychologisme, alors que le texte de Platon est profondément théologique. En tout cas, le désir dans le banquet n'est absolument pas une fin en soi. Platon emploie, concernant Eros, le terme de métaxu, qui veut dire intermédiaire. Le désir n'est donc qu'une médiation pour aller vers le divin ou vers l'intelligible. Bien entendu, chacun est libre de retirer d'un texte ancien ce qui l'intéresse. Mais du point de vue de l'histoire de la philosophie, on ne peut que le constater, l'interprétation de Lacan relève d'un contresens. Ceci tout simplement pour avoir effacé le mot théon, des dieux, de l'expression agalmata théon. En bref, je dirais que l'interprétation de Lacan offre l'avantage d'avoir attiré l'attention vers le discours d'Alcibiade, mais en définitive, elle ne nous aide pas à comprendre un dialogue aussi important que le banquet de Platon. Mais pour quelle raison le discours d'Alcibiade est-il aussi important que vous le dites ? La première chose à mettre en évidence est que ce discours doit être compris comme un portrait fidèle, extrêmement représentatif de Socrate. C'est certainement le portrait le plus parlant et le plus exhaustif qui nous a jamais été livré concernant ce philosophe majeur qui s'appelait Socrate, qui a été condamné à mort par un tribunal populaire en 399 avant Jésus-Christ. Vous voulez savoir qui était Socrate ? À quoi il ressemblait ? Quelle était son allure, sa manière de marcher ? Comment il se comportait dans ses amitiés particulières avec les jeunes gens de la noblesse athénienne ? Comment il s'est battu lors des campagnes militaires ? Vous voulez savoir quel était l'impact de ses discours sur ceux qui l'écoutaient et comment il accompagnait ceux qui se plaçaient sous sa tutelle. Vous voulez aussi savoir, et c'est légitime, à quel point il était bizarre, hors norme, à quel point il était aussi bestial, surprenant et génial. Vous voulez savoir tout cela ? Eh bien, c'est très simple. Les réponses sont fournies par Platon et elles s'imposent d'elles-mêmes. Il suffit de lire attentivement le discours d'Alcibiade. Tout est dit. Tout ce qui concerne la vie de Socrate, hormis sa mort, puisqu'il n'était pas censé être mort au moment du banquet. Tout ce qui relève de ce qu'on appelle son idiosyncrasie. Tout cela est rassemblé, explicité, résumé en quelques pages dans un discours qui va droit au but. Voilà donc mon point de vue. Il est très simple, mais il n'efface aucune donnée. De toute évidence, le vrai Socrate est décrit avec une précision remarquable par un des plus grands maîtres, un des plus grands écrivains de tous les temps, qui n'est autre que Platon. Comment se fait-il que vous soyez le seul interprète à affirmer l'authenticité de ce portrait ?
Quelles preuves pouvez-vous apporter concernant la vérité de cette description de Socrate? D'abord, être le seul à affirmer un point de vue ne veut pas dire être dans l'erreur. La puissance de la doxa est telle qu'on peut avoir raison seul contre tous. Mais rassurez-vous, en réalité, je ne suis pas le seul à avoir développé cette ligne interprétative. Il faut dire qu'un important historien italien, Livio Rossetti, dans les années 2000, a ouvert des portes à ce sujet. Il a été le seul parmi les interprètes actuels à oser dire que le discours d'Alcibiade possède une dimension fondamentale de témoignage. Ce discours, effectivement, a toutes les caractéristiques d'un témoignage criant de vérité. Ce qui veut dire qu'il doit être compris non pas comme un discours d'affabulation, dans lequel s'exprimerait uniquement la créativité de Platon, ce que Nietzsche croyait avec une certaine dose de romantisme, mais comme un discours de vérité. Bref, l'apport de Rossetti est d'avoir bousculé un paradigme interprétatif issu du romantisme, paradigme qui avait été inauguré par Nietzsche et qui s'était imposé chez les lecteurs actuels du Banquet. Par la suite, je me suis aperçu chez d'autres interprètes qu'il y existait des approches parallèles à celles de Livio Rossetti. Je pense en particulier aux innovations apportées par un grand spécialiste de la deuxième moitié du XXe siècle. Il s'agit de l'américain Gregory Vlastos. Celui-ci ne s'était pas vraiment attardé sur la dimension de témoignage dans le discours d'Alcibiade, mais il y avait repéré une très nette description du Socrate des premiers dialogues. Je précise que pour Vlastos, il y a deux Socrates dans les dialogues de Platon. Celui des premiers dialogues, qui est un philosophe praticien de la réfutation, conscient de son ignorance, et un second Socrate, métaphysicien et théoricien de l'État. Le second Socrate apparaît précisément dans les dialogues de la période médiane, comme la République, le Phèdre et le Phédon. Pour Vlastos, le Socrate I, le Socrate des premiers dialogues, est très proche du Socrate historique, alors que le Socrate II est résolument platonicien. Le paradoxe est alors le suivant. Le Banquet est lui aussi généralement classé parmi les dialogues de la période médiane, puisque le discours de Diotime fait apparaître la théorie platonicienne des idées. Or, le discours d'Alcibiade, très curieusement, nous ramène au Socrate de la première période. Ce paradoxe peut encore être formulé de cette manière. Au moment où Platon rédige le Banquet, vers 375, il a évolué. Il n'est plus le porte-parole du Socrate qu'il a connu. Comment se fait-il qu'il nous propose, dans ce dialogue de la période médiane, un portrait qui nous ramène à l'ancien Socrate? La réponse paraît assez évidente. Lorsque Platon a atteint sa maturité philosophique, il n'a jamais pour autant renié son ancien maître. Il a continué à célébrer sa mémoire, à le défendre et à effectuer des retours récurrents sur ce personnage. Ceci d'ailleurs jusqu'au tête-à-tête, qui reste un dialogue essentiellement socratique, au cours duquel, comme l'a montré Michel Narcy, Platon, vers 370, ferme la boucle du cycle apologétique en revenant à l'eutyphron, en revenant au point de départ, au moment même de l'instruction du procès. Pour la question des preuves historiques,
Disons que je m'appuie essentiellement sur le travail de Vlastos, qui reprend la lecture génétique ou évolutive des dialogues de Platon, admise d'ailleurs par la plupart des spécialistes. Et Vlastos a vu alors, dans ce schéma évolutif, des confirmations substantielles provenant du témoignage d'Aristote. Lorsqu'Aristote, dans la métaphysique, parle de Socrate, il le distingue de Platon, en signalant que Socrate n'était pas un théoricien ayant développé la doctrine des idées séparées du monde sensible. C'est là un point de vue extrêmement précieux qui nous permet de fonder, sur la base d'un témoignage d'un proche disciple de Platon, la succession génétique des dialogues. Par ailleurs, le Socrate érotikos, ce Socrate désirant, tel qu'il est décrit par Alcibiade, correspond assez bien à la fois au Socrate des premiers dialogues de Platon et au Socrate des dialogues de Xénophon et d'Échine de Sphétos. Se dégage par conséquent tout un faisceau d'indices, prenant valeur de preuve, toute une convergence des témoignages qui nous permet, au bout du compte, de remonter au Socrate historique. Si, comme vous le dites, le portrait donné par Alcibiade a une valeur historique, l'intérêt de ce discours paraît faible comparé à celui de Diotime, qui quant à lui nous initie à la métaphysique platonicienne. En fin de compte, avec Alcibiade, est-ce qu'on ne retombe pas plutôt dans la trivialité, dans l'anecdotique, alors qu'avec le discours de Diotime, on commence à s'élever vers les idées, vers le beau en soi? Bien évidemment, si on se place sur le plan des spéculations métaphysiques, le discours de Diotime est beaucoup plus important. Mais justement, en faisant en sorte que les discours du banquet montent en crescendo et en terminant la succession des discours avec celui d'Alcibiade, Platon a montré très clairement que le centre de ses préoccupations, dans son œuvre intitulée Le banquet, était moins la doctrine des idées en tant que telle que l'élucidation du cas problématique de Socrate. Et à ce sujet, toujours conformément au témoignage d'Aristote, il nous faut établir une très nette distinction entre le platonisme moral, qui est effectivement de type métaphysique et spéculatif, et l'œuvre écrite de Platon, qui, quant à elle, s'est longuement attardée, pendant 30 ans après la mort de Socrate, à régler la question de la vérité concernant ce cas extrêmement problématique qu'était Socrate. Je dois dire que je me réfère ici aux thèses dites de Tübingen concernant l'existence d'un enseignement oral de Platon distinct de celui des dialogues rédigés par ce même philosophe. D'après les indications d'Aristote, on ne doit pas confondre la philosophie de Platon, qui est profondément dialectique et donc initialement orale, et celle de ses dialogues rédigés. Je renvoie à ce sujet à l'ouvrage récapitulatif de Marie-Dominique Richard, intitulé « L'enseignement oral de Platon ». Il y a quelque chose que je ne comprends pas tout à fait dans vos explications. Vous dites en gros que Platon a poursuivi pendant longtemps le projet de faire toute la lumière sur Socrate, et ceci jusqu'au Théétèque, qui est un dialogue de maturité. Mais auparavant, il a rédigé des dialogues comme le Phèdre, la République ou le Phédon, où apparaît le Socrate II, selon Blastos, à savoir, comme vous le dites, un Socrate métaphysicien et théoricien de l'État. Pourquoi Platon s'est-il donc attardé, dans le banquet et le Théétète, à décrire le premier Socrate, alors qu'il avait à sa disposition un nouveau Socrate, beaucoup plus en accord avec ses doctrines? Vous mettez le doigt à nouveau sur le paradoxe que j'ai signalé tout à l'heure. Mon explication est que Platon a été contraint de revenir plusieurs fois sur le cas Socrate en raison d'une sévère polémique
résultant du fait que les Athéniens ont été longtemps très divisés à son sujet. Il en découle, comme je l'ai dit, que jusqu'au thé et tête, qui est une sorte de grand tour d'honneur en faveur de Socrate, l'objectif prioritaire de Platon, dans ses dialogues, a été apologétique. Ceci d'ailleurs, jusqu'à ce que le Socrate des dialogues cède sa place de dialecticien à l'étranger délai du sophiste et du politique. Mais parallèlement à cet objectif d'apologie, concernant le cas judiciaire de Socrate, Platon a aussi entrepris de sauver le discours socratique. Je dirais même que Platon a poursuivi le double objectif de représenter le soldat Socrate et un peu, comme dans le film de Steven Spielberg, de le sauver. En effet, le discours d'Alcibiade, indéniablement, c'est la présentation du Socrate héroïque, ce que dut endurer ce héros énergique. Pour citer un vers de l'Odyssée, appliqué à Socrate par Alcibiade. C'est donc bien le Socrate militaire durant la guerre du Péloponnèse qui est, entre autres, représenté. On sait d'ailleurs qu'à la bataille de Délion en 424, le cavalier Alcibiade a sauvé l'hoplite Socrate, après avoir été lui-même sauvé par Socrate. Bien évidemment, ce n'est pas le soldat Socrate que Platon, dans ses dialogues de la période médiane, a cherché à sauver. Mais un certain type de discours socratique à caractère eudémoniste. Le discours de Socrate sur le bonheur du juste, discours qu'il attribue à l'instance appelée philosophia dans le Gorgias. Car dès l'Apologie, Socrate proclame d'une manière constante que le juste est heureux et l'injuste malheureux. D'où la nécessité pour lui de définir le juste et l'injuste, ainsi que les vertus en général, car, d'après lui, nul n'est méchant volontairement. Dès lors que l'on sait réellement ce que sont le juste et le bien, on ne peut que les accomplir et, par voie de conséquence, on sera heureux. Ce type de discours est eudémoniste. Cela veut dire que Socrate propose un objectif de bonheur au moyen de la pratique des vertus. Or, c'est là un point de vue qui ne pouvait qu'être durement attaqué par les représentants de l'hédonisme, à savoir ceux qui ne recherchent que le plaisir sans aucun souci particulier de justice. Ce que l'on voit dans le Gorgias et la République. Que fait alors Platon pour répondre d'une manière approfondie aux critiques hédonistes et sophistiques? Tout simplement, il a été amené à introduire par moments, dans certaines de ses œuvres, des éléments de sa doctrine des idées et de sa théorie des principes, provenant de son enseignement oral, sans toutefois les divulguer totalement. C'est de cette manière que je comprends l'intervention de Diotime ainsi que l'apparition d'un Socrate transformé, d'un Socrate diotimien et platonicien appelé Socrate II par Vlastos. En bref, le discours de Diotime, c'est le début de la mise en place du sauvetage qui, de fait, va s'accomplir dans la République avec un second Socrate diotimien. Quant au discours d'Alcibiade, c'est la présentation du premier Socrate, religieux, soldat et érotikos. On a donc bien deux objectifs conjoints, sauver Socrate, en particulier son discours, ceci en ayant montré qui était Socrate et quel était son premier message.
Ce qui paraît curieux chez Blastos, c'est que, selon lui, les Socrates 1 et 2 sont totalement différents l'un de l'autre. C'est en effet ce qui me paraît être le point faible de la lecture de Vlastos, en dépit de l'énorme avancée pour une bonne compréhension des dialogues que constitue, grâce à lui, la distinction des Socrates 1 et 2. Le problème de Vlastos est qu'il a trop séparé les deux Socrates. Je pense qu'il est allé trop loin. On se demande alors pourquoi les Socrates 1 et 2 portent toujours le même nom. En fin de compte, mon approche consiste à expliquer pourquoi le Socrate 2 s'appelle toujours Socrate. Ceci précisément parce que le Socrate 2 vient sauver le Socrate 1. Ce qui veut dire que ce deuxième Socrate n'est pas en soi totalement différent, puisqu'il en est le prolongement à la fois métaphysique et politique. À ce sujet, je m'appuie sur le travail d'un interprète de l'école de Tübingen, Thomas Alexander Slezak, qui a bien vu qu'une procédure méthodologique est plusieurs fois mise en place dans les dialogues de la période médiane. Procédure qui se voit explicitée à la fin du Phèdre, qui est précisément la méthode du sauvetage du discours, boetein to logo. La procédure du sauvetage, la plus manifeste, dans les dialogues, se trouve dans la République, qui montre très clairement la succession des Socrates 1 et 2. Le Socrate du livre 1, c'est tout simplement le Socrate 1. Sur ce point, Vlastos a totalement raison. Puis, dans le livre 2 de la République, à la suite des objections radicales soulevées par Glaucon et Adimante, qui sont les frères de Platon, celui-ci, pour répondre aux objections, met en place, comme je l'ai dit, un second Socrate qui se porte au secours du premier, et notamment du premier discours socratique sur la justice, en employant l'expression « boetein te dikaiosune ». Un cas de figure similaire est proposé dans le Phédon. On a affaire d'abord au Socrate historique, attendant sa mise à mort dans sa prison. Ce Socrate apparaît alors comme profondément religieux. La procédure du boetein to logo, qui est explicitée en 88e, se met en place, permettant au Socrate religieux de justifier en profondeur, sur un plan philosophique, sa croyance en l'immortalité de l'âme. Et ceci, comme dans la République, pour faire face à deux contradicteurs qui se font les avocats du diable. Ce ne sont pas, comme dans le Phédon, les deux frères de Platon, mais deux pythagoriciens, Cébès et Simmias. On a donc un schéma assez simple dans ces deux dialogues. D'abord, la présentation d'un Socrate primitif, ensuite, l'intervention de deux contradicteurs qui ne sont pas des adversaires, mais seulement des collaborateurs bienveillants et soucieux de vérité. Enfin, pour répondre en profondeur aux objections, Platon met en scène un Socrate théoricien qui apporte des réponses suffisantes et qui sauve le premier discours de Socrate. Que répondez-vous alors aux historiens actuels qui affirment que Platon a créé sa propre légende concernant Socrate, tout comme Xénophon, de son côté, a créé une autre légende de Socrate? C'est là un point de vue qui, à mon sens, relève encore du romantisme et qui n'est pas conforme à l'esprit des anciens. Nombreux sont ceux qui admettent que Platon et Xénophon, chacun de leur côté, sont des artistes philosophes ayant cherché à créer chacun leur propre légende concernant Socrate. Il est vrai que les interprètes qui refusent, malgré l'évidence,
de faire la distinction entre les Socrates 1 et 2 de Platon auront du mal à dégager un point commun significatif entre ces deux présentations de Socrate émanant de Platon et de Xénophon. Et cela explique pourquoi la recherche à ce sujet a longtemps piétiné et tourné en rond. Par contre, une fois qu'on a délimité le Socrate 1 de Platon, alors la synthèse avec celui de Xénophon devient possible, ceci bien que le témoignage de Xénophon, réduit à lui seul, fasse problème sur un certain point. Il y a en effet comme un hiatus quelque chose d'assez décevant chez Xénophon. Celui-ci, pour des raisons non pas artistiques, mais purement idéologiques, s'est permis de gommer quelque chose d'essentiel chez Socrate. De même que Lacan a occulté le mot théone de l'expression agalmata théone, parce que cela ne correspondait pas à son idéologie, de même, dans l'Antiquité, Xénophon s'est permis d'effacer la fameuse ignorance, l'inscience proverbiale de Socrate, parce que cela ne convenait pas à sa vision préconçue du philosophe. Pour le reste, si on fait abstraction de cette lacune, le portrait restitué par Xénophon s'accorde assez bien avec le Socrate 1 de Platon. Par conséquent, compte tenu de ces similitudes résiduelles, il est désormais possible de faire le deuil de l'idée d'une légende construite volontairement par ces deux rédacteurs de discours socratiques. On peut même ajouter que l'entreprise apologétique chez ces deux auteurs n'a jamais consisté à créer de toutes pièces un personnage légendaire. Pourquoi ? Parce que chacun pensait dire la vérité. S'il y a une falsification, une lacune, notamment chez Xénophon, cela ne relève même pas d'une intention d'idéalisation ou de mystification. Simplement, Xénophon, parce qu'il était lui-même un penseur très conventionnel, très conformiste, n'est pas parvenu à accepter jusqu'au bout ce qui faisait toute la richesse de la personnalité de Socrate. À l'inverse, Platon, avec le discours d'Alcibiade, a montré qu'il était pleinement à la hauteur de l'événement Socrate. Il n'a rien occulté de ce philosophe. Et c'est là ce qui fait toute la supériorité de son portrait. Pouvez-vous expliquer en quelques mots en quoi le Socrate dépeint par Alcibiade dans le banquet est un philosophe religieux? Il est difficile d'expliquer en quelques mots la religion très particulière de Socrate. Mais ce qui ressort à la fois du banquet de Platon et du banquet de Xénophon, c'est que, dans un cas comme dans l'autre, Socrate apparaît comme le chef d'un thiase, c'est-à-dire le chef d'un cercle dionysiaque à caractère initiatique. Nous avons affaire, effectivement, à un Socrate religieux, marqué, comme dans le Phédon, par l'orphisme et le dionysisme. Cela est décrit par Platon et Xénophon, et aussi par l'autre socratique dont il nous reste des textes, nommé Échine de Sphétos. Il faut savoir que Socrate suscitait auprès de ses auditeurs des comportements paroxystiques d'enthousiasme qui provoquaient souvent chez eux des phénomènes de conversion immédiate. Ceci au moins pour deux raisons. D'abord parce que Socrate était doté d'un charisme extraordinaire, mais aussi parce qu'il se référait à une tradition marginale de type orphique, émanant certainement du devin Euthyphron, tradition initiatique qui propageait des comportements d'enthousiasme, comme on le voit avec le banquet et avec le cratyle. En fin de compte, ce que nous apprend le personnage du banquet nommé Alcibiade
et cela est confirmé par Xénophon, c'est que Socrate, à son époque, est apparu comme le chef charismatique d'un nouveau foyer spirituel. On peut dès lors constater, encore une fois, que Nietzsche, dans La naissance de la tragédie, s'est lourdement trompé sur le compte de Socrate. Contrairement à ce qu'il a pu dire, Socrate était un philosophe profondément dionysiaque. Il était assimilé par ses proches à un Silène, c'est-à-dire à un compagnon de Dionysos. De plus, Socrate portait en lui des agalmata théones. Autrement dit, là encore, Nietzsche a effacé du portrait d'Alcibiade à la fois les agalmata théones et la figure de Silène qui pourtant, selon les deux disciples, Platon et Xénophon, collait totalement à la peau de Socrate. Ce que nous décrit Alcibiade revient à dire ceci: en raison de cette ironie du philosophe, eironeia veut dire en grec sous-estimation de soi. En raison précisément de ces très modestes prétentions intellectuelles, il arrivait à Socrate, en retour et par voie de compensation, de manifester quelque chose de supérieur. Se révélait en lui quelque chose qui pouvait être pris pour le divin, et cela parlait à travers lui. Socrate apparaissait alors comme étant possédé, et il se disait lui-même possédé. En d'autres termes, ce philosophe était, à certains moments, inspiré. Et quand il était ainsi hors de lui-même, il énonçait des vérités sidérantes, vérités dont il pouvait ensuite vérifier le bien fondé en engageant avec ses proches une discussion dialectique. Car il était à la fois un prêtre réactivant le culte de Dionysos et d'Apollon, qui sont en fait les deux faces d'une seule et même divinité, et un philosophe susceptible de rendre compte par le dialogue de ce qu'il pouvait dire lorsqu'il était plongé dans des états seconds. De cette manière, il se distinguait des religieux et des poètes qui, eux, ne parvenaient jamais à rendre compte de ce qu'ils disaient. Voilà donc comment je peux brièvement résumer le caractère double de Socrate, à la fois philosophe et religieux, maître dans l'art du raisonnement et, de temps à autre, investi par le divin, révélant ainsi des agalmata. Mais à l'évidence, le sujet est complexe et mériterait de plus grands développements.